bonsoir tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver pour cette réunion qui est un peu, comment dire, une innovation. On ne faisait pas forcément ça à Mission Avocat les années précédentes. On s'est dit que cette année, en ce début d'année 2026, d'ailleurs j'en profite pour tous vous souhaiter une très bonne année, eh bien on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour vous d'avoir un retour d'expérience d'un étudiant qui a suivi la prépa, mission avocat, et qui a réussi à avoir son CRFPA. L'idée c'est quoi? C'est de partir d'un exemple concret et de comprendre comment, Maxime, tu as construit cette réussite, les difficultés que tu as pu rencontrer, la manière dont tu les as surmontées, et aussi, et moi c'est ce qui m'intéresse pour vous qui assistez à cette réunion, comment tu as utilisé les outils de la prépa, parce que ça je pense que ça va beaucoup intéresser les étudiants, comment tu as utilisé les outils de la prépa pour optimiser ta préparation et du coup quels conseils tu vas leur donner, parce que c'est ça qu'ils attendent, hein, bien sûr. Évidemment ils vont tous t'applaudir d'avoir réussi le CRFPA, ça on n'en doute pas, mais l'objectif à mon avis pour la plupart des personnes qui nous suivent, c'est des conseils concrets. Hein, qu'est-ce que tu peux leur recommander, sachant que donc on va partir de ton exemple, mais j'attire quand même l'attention de tout le monde sur un point. Euh, la particularité de la préparation mission avocat, vous le savez, c'est sa souplesse. C'est que nous, on part du principe qu'il n'y a pas une seule manière de réussir et qu'il n'y a pas une seule manière de travailler. On n'est pas là pour vous imposer un modèle de prépa, on n'est pas là pour vous imposer un fonctionnement de prépa. On essaye de faire en sorte de s'adapter à vous et pas l'inverse, dans toute la mesure du possible, hein. Il y a des contraintes, évidemment, vous l'imaginez bien, mais on essaye de faire preuve d'une souplesse qui vous permet à toutes et à tous d'adapter la prépa à votre stratégie, et donc d'avoir une stratégie qui soit optimale. Donc j'insiste sur le fait que Maxime va nous faire un retour d'expérience, vous pourrez lui poser des questions, mais que l'objectif, c'est pas de dire il faut absolument faire comme Maxime, l'objectif, c'est d'avoir un exemple concret, mais ensuite, vous allez construire aussi votre propre stratégie en fonction de vos contraintes. Donc Maxime, je vais te donner la parole, je vais d'abord te laisser te présenter, on va commencer par là, nous raconter un petit peu d'où tu viens et puis ce qui t'a amené au CRFPA. Et puis ensuite, tu nous raconteras aussi la manière dont tu t'es préparé, puis si je le juge utile, j'interviendrai en cours de route. Pour ce qui concerne les questions des étudiants, pour éviter que ça soit trop brouillé, on marquera de temps en temps des pauses, ou bien on fera un temps de questions-réponses à la fin de l'intervention. Mais voilà, n'hésitez pas à écrire vos questions sur le mur de chat, et au pire, de temps en temps, on s'interrompra pour les traiter. Maxime, je te laisse la parole. Ça marche. Merci pour ta présentation et comme l'a dit Mathieu, je vous renouvelle mes vœux. Me concernant, je m'appelle Maxime, je suis issu d'un Master 1 DGCE que j'ai suivi à l'Université de Toulouse avant de poursuivre un Master 2 de droit des affaires secteur financier. Et j'ai passé le CRFPA en septembre 2025 à l'IEJ de Paris 1 avec la spécialisation affaires procédures civiles. Pour répondre à la question qui est de savoir qu'est-ce qui m'a mené au CRFPA, pour le coup, c'est assez personnel, mais j'ai nourri depuis pas mal de temps le projet de devenir avocat. Donc, la question du passage du CRFPA s'est posée, je dirais, de manière assez naturelle. Et pourquoi l'avoir passé entre le Master 1 et le Master 2? Je dirais pour m'en débarrasser le plus vite possible, parce que je voulais ensuite poursuivre sur le Master 2, différer l'entrée à l'école des avocats et juste remettre le projet à plus tard en ayant le diplôme en poche, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire mes stages et ensuite poursuivre sur la voie classique. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble des questions sur mon parcours. Bah, écoute, en tout cas, déjà, on comprend que tu as voulu aller vite et ça me permet de rappeler à tout le monde que passer tôt le CRFPA n'est pas forcément une erreur. Alors, on a tous peur, évidemment, hein, parce que on sait que le nombre de passages est limité, mais en même temps, différer le passage du CRFPA n'est pas toujours une bonne idée. Et donc, tu es l'exemple qu'on peut réussir très tôt à passer son CRFPA et que c'est aussi une bonne stratégie parce que pour le coup, tu as gagné un an, et puis même si on le tente et qu'on l'a pas du premier coup, c'est pas non plus forcément un drame. Euh, ok, alors, Complètement. je te laisse Maxime. Je crois, hein, on a évidemment discuté un peu toi et moi avant pour préparer quand même la réunion. Euh,
je crois que ta volonté, c'était de nous faire une présentation un peu chronologique de la manière dont tu Complètement, t'étais préparé, étape par étape. Et je pense que ça a beaucoup intéressé les étudiants. Donc je te laisse nous expliquer pas à pas comment tu as construit ta préparation, éventuellement si tu estimes que certaines choses ont été très utiles, d'autres peut-être tu te dis c'était finalement pas comme ça qu'il fallait faire, parce que c'était peut-être pas parfait, mais que tu nous expliques un évidemment. petit peu la stratégie qui t'a amené à réussir l'examen. Et puis après, on répondra bien sûr au fur et à mesure aux questions des étudiants. Voilà, je te donne la parole. Ça marche très bien, ouais. N'hésite pas à m'interrompre si jamais il y a certains points à approfondir. Il est vrai abordé le CRFPA de manière assez chronologique parce que j'ai commencé à me poser la question de la manière dont j'allais gérer mes révisions en septembre 24, soit à l'entrée en Master 1. Donc de septembre à décembre, j'ai mûri un petit peu le projet de la question qui est évidemment quelle spécialisation je vais choisir. Est-ce que je vais prendre une prépa annuelle ou estivale? Et ensuite, comment au deuxième semestre universitaire, je vais m'organiser pour arriver au début de l'été et avoir une idée assez précise de ce qu'est l'examen et de comment je pourrais le réussir au mieux. Donc, j'ai choisi de prendre la prépa annuelle. Comme l'a dit Mathieu, moi j'avais besoin de souplesse. C'est en tout cas ce que j'avais imaginé en me préparant. Je voulais quelque chose qui soit malléable et maniable selon mon organisation et surtout mes contraintes, car je le préparais en même temps que le suivi du deuxième semestre du Master 1. Donc, arrivé en janvier, j'ai commencé à diviser quand même mes périodes de révision en 3 temps. De janvier à juin, je savais que j'avais le Master 1 à suivre. De juin à juillet, enfin non plutôt mai-juin, j'étais en stage dans un cabinet d'avocat. Et juillet-août, là, je pouvais me concentrer à 100% sur les révisions. Donc je savais que j'avais quand même 3 périodes où je pouvais pas forcément faire la même chose, où j'allais pas forcément avoir autant de temps alloué au CRFPA. Donc j'ai décidé de janvier à environ mai, donc jusqu'à la fin de mon stage mai-juin, d'aborder dans un premier temps la méthodologie. Donc j'ai commencé par ça. J'ai regardé quels étaient les exercices qui étaient attendus, donc à savoir surtout la note de synthèse et le cas pratique. C'est beaucoup plus tard que je me suis posé sur les questions liées au grand oral. Début janvier, méthodologie sur cas pratique et grand oral. Et ensuite, j'ai commencé à feuilleter les fascicules de connaissances, on va dire, théoriques dont on a besoin pour se présenter au CRFPA. Quand j'ai démarré excusez-moi, quand j'ai commencé à regarder les manuels, ce qui était primordial pour moi, c'était de regarder là où j'avais des faiblesses et là où j'avais des points forts. Je savais qu'en droit des affaires, j'étais aidé par le master vu qu'il y avait pas mal de matières qui rentraient dans le programme et donc j'avais eu connaissance en cours. C'est le cas notamment par exemple des procédures collectives. Je pense que c'est une bonne chose quand même d'identifier là où on aura besoin de creuser et là où au contraire on aura un peu plus de facilité à passer au-dessus et à, entre guillemets, prendre seulement les éléments essentiels. Donc je dirais que de janvier à mai-juin, c'est l'organisation que j'ai adoptée. Je couplais l'étude de la méthodologie des fascicules au fait de regarder l'actualité. Donc j'ai lu beaucoup de doctrines, j'ai essayé de me tenir au courant des arrêts, notamment sur LinkedIn et dans les différentes newsletters juridiques. Et j'ai commencé à identifier des notions tendances dans chaque matière, les principales nouveautés, les arrêts qui marquent. Et on voit souvent que dans la doctrine, ce sont souvent les mêmes thématiques qui sont reprises et on communique beaucoup dessus. Donc je me suis focalisé sur ces thématiques pour approfondir certains thèmes, notamment sur lesquels j'avais des faiblesses. Et ensuite, j'ai commencé à encore approfondir les cours et à prendre des notes. Une fois que j'avais lu grossièrement tous les fascicules, j'ai pris des notes de ce que j'avais lu au fur et à mesure, en commençant à me construire. Je vais appeler ça des trames de réflexion par rapport aux différents sujets. C'est-à-dire que par exemple, s'il y avait un sujet comme le DOL, eh bien, je couplais l'ensemble des connaissances que je jugeais utiles présentes dans le fascicule. J'ai ajouté des éléments éventuellement d'actualité et je me faisais un petit point en fin de fiche sur la méthodologie à adopter lorsque j'aborde cette question. Donc ça veut dire que de janvier à juin, j'ai établi des fiches de parcours relatives à certaines thématiques. Par exemple, sur la question du DOL, j'avais beaucoup de choses à aborder en prévision de réaliser mon cas pratique. Et en fonction des cas d'espèce, ça me donnait déjà une idée de ce qui était intéressant ou non à traiter. Et j'essayais de l'adapter, du moins pendant mes révisions, j'ai toujours pensé à adapter ces chemins thématiques, si on peut appeler ça comme ça. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur ce que j'appelle les chemins thématiques ou les fiches de parcours. On pourra revenir éventuellement si jamais il y a des questions
ultérieure. Donc, en suivant, on arrive. Alors je me permets, Oui, vas-y, Maxime, je je t'en me prie. permets, excuse-moi, je profite hein, de ce que tu viens de dire. C'est important pour tout le monde. Ce qui est appréciable dans ta stratégie, et moi je vous invite tous à le mettre en place, c'est vraiment que tu as réfléchi avant de te lancer à tes contraintes à toi et à la manière dont tu te connaissais. Vous avez tous des préférences quant à la manière de travailler. Vous avez tous des contraintes qui ne sont pas les mêmes. Certains, effectivement, ont un master, d'autres ont un stage, d'autres ont les deux, certains sont professionnels. Donc, le fait d'envisager ces contraintes et de rechercher une organisation qui soit adaptée à l'étudiant, à ce qu'il est réellement capable de faire, plutôt que d'essayer d'avoir quelque chose de linéaire ou d'inatteignable, ça me paraît déterminant. Quand je t'entends dire j'ai feuilleté les manuels et j'ai pris des notes sur les manuels, rien que le vocabulaire que tu utilises, il est intéressant. C'est-à-dire que on n'est pas dans un apprentissage bête et méchant. Et l'autre point que tu as énoncé, et qui me paraît important, là encore pour ceux qui nous écoutent, c'est la notion de point faible et de point fort. Tu as réfléchi à qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, sur quel thème je suis fragile, sur quel thème, en revanche, par exemple, le droit des affaires, grâce au master, je suis au niveau, je pourrais le travailler un petit peu plus tard. Donc il y a vraiment cette double réflexion que vous devez tous avoir. Temporelle, en quelque sorte, et matérielle. Ça, c'est mon vieux côté juriste qui ressort, les aspects binaires. Temporel, c'est quels vont être mes temps forts et mes temps faibles par rapport à mes contraintes organisationnelles et matériel, entre guillemets, qu'est-ce que je dois travailler en priorité par rapport à ce qui est mon niveau. Et le fait que même si tu étais très occupé dans la première partie de l'année, tu aies quand même fait des choses, je pense que c'est à retenir. Voilà. Même si c'est pas grand-chose, tout ce qu'on fait qui permet de découvrir les exercices proposés, de suivre l'actualité, bref, de se mettre dans le bain, c'est très important. Donc je dis ça pour rassurer celles et ceux qui soit sont sur une logique de prépa estivale, soit sont en annuel mais ont l'impression de ne pas avancer assez vite. En fait, tout ce que vous faites avant l'été va être très utile néanmoins. Voilà, je voulais juste rebondir sur ce que tu venais de dire pour le commenter un petit peu, mais c'était très clair et du coup je te laisse poursuivre ta chronologie. Merci, complètement ce temps de réflexion sur à la fois ce qu'on attendait de moi et sur comment je voulais atteindre mes objectifs. Ça a vraiment fait partie de ma préparation et j'ai trouvé ça primordial de me poser pendant 2, 3 jours afin d'établir la chronologie parce qu'au final, j'en avais aussi besoin pour faire mon emploi du temps. Donc, comme tu l'as dit, on arrive chronologiquement en mai-juin. Et mai-juin, je savais que j'allais en stage dans un cabinet d'avocat où j'avais des horaires assez bonnes, on va dire. On va dire que je pouvais terminer à 17 heures. Donc, ça me laissait quand même la fin de journée pendant 2 mois et les week-ends pour essayer de travailler le CRFPA. Donc, je savais que j'avais pas forcément le temps d'avancer, ni même de rendre des copies, parce qu'à la fin de journée, surtout si on travaille, que ce soit en cabinet ou dans d'autres entreprises par ailleurs, on n'a peut-être pas forcément la concentration adéquate le soir pour rendre des devoirs. Donc, j'en ai eu conscience assez rapidement. Le soir, j'ai tout fait pour essayer d'avoir un mélange entre révision active et révision passive. C'est-à-dire que je reprenais à la fois certains éléments méthodologiques que j'avais identifiés durant la période janvier-mai. Ensuite, j'ai essayé de refeuilleter les manuels de connaissances sur certaines thématiques qui me paraissaient assez lointaines. Et en tout cas, je relisais toutes mes fiches et je suis resté encore assez concentré sur l'actualité. Parce que lorsqu'on regarde l'actualité, en tout cas, ça fonctionnait pour moi et je trouve ça intéressant de vous le partager. Lorsqu'on regarde des questions d'actualité ou des professionnels du droit écrire dessus, une question en appelant une autre, ça m'a forcément poussé à réfléchir en partant d'un sujet sur un autre. Et ça me ramenait assez souvent au CRFPA, même si mon stage était en droit fiscal, j'arrivais quand même à trouver des sujets qui étaient liés de près ou de loin au CRFPA. Ce qui a été difficile pendant cette période, je dirais que ça a été de ne pas se déconnecter de l'objectif de préparer l'été. Je savais que j'allais arriver dans une période où j'ai 2 mois temps plein pour préparer le CRFPA et m'entraîner. Et c'était assez dur de ne pas déconnecter, donc maintenir à niveau les connaissances et simplement rester dedans. On arrive donc fin juin et donc la fin du dit stage et la période de l'été qui débute. Il faut savoir que je n'ai pas rendu de copie de janvier à juin. J'avais simplement pas le temps. Et pour moi, en fait, dans ma tête, je me suis imaginé le fait de rendre des copies comme une continuité. C'est pas forcément ce que je vous conseillerais de faire. Je pense qu'il est peut-être bien de faire 2 ou 3 notes de synthèse avant l'été, ou du moins rendre les copies de l'IEJ auprès duquel vous êtes inscrit ou inscrite.
Je ne l'ai pas fait. Je pense que si je devais repasser l'examen, je le ferais différemment. Mais début juin, je me suis dit qu'il fallait commencer à rendre des copies, avec l'idée de rendre des copies à chaque fois en faisant un examen blanc par semaine, ou plutôt tous les 5 jours pour rendre l'ensemble de mes copies à la fin de l'été. Alors, deux remarques ici, Maxime, je me permets à nouveau de t'interrompre, mais évidemment, je commente au fur et à mesure, ça c'est le pédagogue, forcément. Euh, Il y a un point que tu viens d'énoncer, euh, c'est que ne pas composer du tout avant juin, tu l'as dit, c'est quelque chose que je ne referai pas. Moi, je le dis à tous les étudiants, quand vous avez la possibilité de rendre des copies, même si vous n'en faites pas beaucoup, même si vous ne le faites pas dans toutes les matières, je pense que faire au moins une ou deux notes de synthèse et au moins par exemple une consultation ou deux en obligue avant cette période d'accélération du début du mois de juin, ça n'est jamais perdu. S'être confronté à l'exercice, s'être frotté un petit peu à l'exercice, même si on n'a pas une excellente note, même si c'est pas forcément euh, concluant, je pense que s'être frotté à l'exercice, c'est quand même mieux malgré tout. Alors ça t'a pas empêché de réussir, mais je, tu as bien fait de dire que voilà, c'était peut-être de ce point de vue-là un truc que tu aurais pu améliorer, mais c'est facile à dire rétrospectivement. Et le deuxième point que je voulais soulever, c'est que quelque part, il y a quand même l'idée sous-jacente que le rythme n'est pas linéaire. Tu savais dès le début que ta plage de temps, juin, juillet, août, ça allait être le moment où tu allais faire ton effort, comme on dit. Tu sais, c'est comme dans les courses de fond, à quel moment tu fais ton effort? Est-ce que tu le fais au début, au milieu, à la fin? Complètement. Voilà, et chacun l'identifier, mais il faut pas rêver. Quelle que soit la prépa que vous faites, que ce soit une annuelle ou une estivale, de toute façon, même en annuelle, il y aura une intensification de l'effort sur les 3 derniers mois, et en tout cas en juillet-août encore plus fortement. Donc ça sera moins intense si vous avez fait l'annuel et que vous avez déjà décortiqué avant, mais il y aura une montée en puissance sur les 3 derniers mois. Alors chez toi, elle était plus marquée puisque tu n'avais pas composé avant, mais même chez des étudiants qui auront composé avant, il y aura, avec l'adrénaline, avec plein de facteurs, clairement une accélération sur les 3 derniers mois. Voilà, c'était les deux points que je voulais évoquer. Et entre-temps, nous avons eu une question, je crois, sur le chat. Est-ce que vous conseillez certains sites ou radios pour optimiser le suivi de l'actualité? Donc, Maxime, toi, qu'est-ce que tu as utilisé pour suivre Euh, l'actualité? Qu'est-ce que tu recommanderais? Ça a été un gros travail. On pourra en revenir par la suite, éventuellement, lorsqu'on abordera la préparation du grand oral où l'actualité prend une place beaucoup plus importante. J'effectuerai quand même un distinguo pour ce qui est des écrits. J'ai suivi tout ce qui était vraiment doctrinal, c'est-à-dire newsletter juridique sur la base Lexis, Dalloz. Pour celles et ceux qui pourraient le passer en droit fiscal, la base de données Navis aussi est très intéressante, l'Extinso, et surtout LinkedIn. LinkedIn, essayer de repérer peut-être dans chaque matière, peut-être, je sais pas, en droit international, en droit des affaires, certains auteurs et certaines autrices qui ont pris pour habitude sur LinkedIn de publier les arrêts, par exemple les arrêts du jour, et effectuer un petit commentaire. Je sais que ça m'a beaucoup aidé, c'est un gain de temps énorme, et c'est avec ça que j'ai réussi à faire des documents. Par exemple, voilà, en droit des affaires, j'avais un mini fascicule d'une vingtaine de pages avec toutes les jurisprudences de l'année, et en réalité, très peu se trouvaient dans les newsletters. La plupart s'étaient trouvés sur LinkedIn parce que ça fonctionnait plutôt bien. Après, pour le grand oral, c'était quand même différent parce que le grand oral, on vous attend pas forcément sur les mêmes choses. On vous attendra peut-être plus sur des questions juridiques induites par l'actualité politique. Donc, je vous dirais quand même de suivre. Et encore une fois, c'est assez personnel, hein, c'est ma manière d'aborder les choses. Sur ce qui est format papier ou actualité, les journaux qui essayent d'être assez neutres, pas faire de publicité, mais je pense que vous pouvez trouver votre compte dans les journaux, on va dire, mainstream. Ensuite, il y a le compte Twitter de Nicolas Hervieux, qui est professeur des universités, il me semble, à Paris. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le cas, et qui commente Tout à l'actualité assez fait. souvent sur Mm. Twitter. Et pour celles et ceux qui aiment les podcasts, euh, pas l'ambition de faire de publicité, mais je pense que je ne vous apprends rien. Les podcasts et le site internet du Club des juristes ont été assez instructifs, je dirais, parce que c'était le moment de couper. Par exemple, c'était toujours bien de suivre un petit podcast où l'actualité politique était décryptée juridiquement lorsqu'on se balade, etc. Ça a fait partie de mes manières de mettre à profit mon temps de divertissement et ne pas déconnecter complètement du CRFPA. J'espère avoir Euh, répondu à la question. alors,
sur ce que tu viens de dire, ce qui est important, hein, évidemment, vous devez suivre l'actualité juridique, ça fait partie de votre job. Nous, en tant que prépa, on essaye évidemment de faciliter ce suivi. Vous avez une revue mensuelle d'actualité qui est mise en ligne sur vos espaces tous les mois. J'espère que vous prenez le temps quand même de la consulter. Hein, cette revue, elle est dans la rubrique actualité. Vous aurez des conférences d'actualité qu'on programmera cette année un peu plus tôt que nous l'avions fait l'année dernière. On les programmera plutôt à partir de la mi-juin. Et donc on demande aux enseignants de ne pas faire un tour exhaustif de l'actualité, mais de revenir sur les arrêts les plus importants. Et donc voilà, vous avez cette volonté des prépas de suivre l'actualité. Maintenant, à un moment donné, il y a toujours un travail personnel. On ne peut pas être totalement exhaustif dans l'actualité. On est prof, on n'est pas journaliste, quoi. Voilà. Donc à vous aussi d'avoir une charge de travail. Et je pense que toi, Maxime, ce que tu as dit que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à travers l'actualité, il y a un peu déjà la projection dans l'esprit du cas pratique. C'est-à-dire, je regarde cet arrêt, qu'a dit le juge, et du coup, ça me fait travailler des mécanismes. La plupart des arrêts que vous voyez en actualité, l'immense majorité, ce sont des arrêts d'espèces. Donc, on ne vous demandera pas, c'est pas des arrêts que vous allez mettre en majeur dans votre cas pratique. Alors, de temps en temps, il y aura évidemment un revirement, un arrêt de principe, etc. Mais la plupart du temps, c'est des illustrations de principes préexistants. Donc, ça fait travailler votre mécanique intellectuelle. Donc, ça ne doit pas être vécu, cette actualité, comme un amas de connaissances dont on ne ferait rien. Deuxième remarque sur l'actualité, attention, il s'agit aussi, tu l'as dit, de suivre l'actualité politique avec l'œil du juriste. Ça, c'est jamais évident pour les juristes. On a des juristes qui manquent de culture politique. Et ça, c'est quand même préjudiciable. Donc, prenez un temps dès maintenant, hein, parce que la culture juridique, c'est désormais très clairement pris en compte lors du grand oral, de plus en plus. Donc, si vous vous sentez pas archi à l'aise sur les questions institutionnelles ou de culture G, prenez l'habitude dès à présent, régulièrement, effectivement, d'écouter des podcasts. Alors, il y en a à plein d'endroits. On peut en trouver aussi sur Radio France, par exemple, hein. Il y a plein de podcasts qui permettent de booster la culture juridique ou la culture générale. Et prenez le temps d'écouter au moins une fois, je sais pas, France Info par exemple, une demi-heure le soir ou autre, pour vraiment être bien en place avec l'actualité et commencer à la projeter juridiquement. Évidemment, on ne vous demande pas votre avis sur les droits de douane de Monsieur Trump en tant que tel. On peut vous demander en revanche votre œil de juriste. Voilà. Qu'est-ce qui juridiquement peut être envisagé par exemple l'Union européenne en la matière? Quels sont les mécanismes juridiques de protection? Et ça, si vous n'avez pas pris la peine de suivre l'actualité, vous n'allez pas vous poser ce genre de questions. Et c'est pas arrivé en octobre que vous allez tout activer. Donc suivez une actualité qui n'est pas que juridique non plus, et ayez une vraie réflexion sur l'actualité. Nathan nous demande si Rémi Dandin, c'est pas Dandin, ouais, c'est Dandan, sur Instagram, c'est bien. No comment. Voilà, j'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus, donc je vous laisse vous faire votre propre opinion. Ah, là, on a quand même une demande faite par Lina. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui n'a jamais, enfin, qui a le sentiment de ne jamais être prêt? Et bah écoute, Maxime, tu veux que je te laisse se débrouiller avec avec cette question? Juste Qu'est-ce que tu pour dis avec quelqu'un comme ça? reprendre Ouais. une dernière fois sur et terminer sur les éléments d'actualité, c'est vrai que aussi, j'ai oublié de le mentionner, les conférences d'actualité de la prépa, c'était super bien parce qu'au moins, on pouvait prendre le temps d'étudier et éluder un arrêt ou une solution et poser des questions, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on voit une jurisprudence sur LinkedIn ou un commentaire sur Dalloz. Donc évidemment, c'est un plus. Et puis, comme l'a dit Mathieu, regarder l'actualité politique avec l'œil du juriste assez tôt parce que ça prend du temps à grandir et à prendre en maturité. Concernant le fait d'avoir l'impression de jamais être prêt, j'ai envie de dire que c'est un sentiment qui est normal. J'avais aussi la sensation de ne pas être prêt mi-août, même si les notes de la prépa suivaient. Je pense que pour commencer à se sentir davantage prêt, il y a un travail de rétrospective sur ses propres copies qui est à faire, c'est-à-dire à chaque copie rendue, regarder ses points forts, ses points faibles, écouter évidemment et lire les conseils de la correcteur ou de la correctrice ou du correcteur et multiplier les entraînements. Je pense que plus on s'entraîne, plus on est à même d'aborder les examens en ayant une vision de ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Et sinon, j'ai envie de dire, croire un petit peu en soi. Et puis, dans les moments difficiles, il y en aura certainement, se rappeler pourquoi on passe l'examen. Je pense que
c'est bien d'avoir en toile de fond son projet professionnel ou l'idée de vouloir avoir le CRFPA, mais c'est un sentiment assez normal. Et puis j'aurais envie de répondre, qu'est-ce que ça veut dire être prêt? C'est peut-être la question, elle est souvent, enfin la réponse est souvent la question. Le sentiment de jamais être prêt, j'ai envie de dire, si ce que vous pensez être prêt, ça veut dire avoir des connaissances exhaustives dans toutes les matières du droit que vous allez passer pour avoir zéro risque, entre guillemets, de vous tromper, bref, être une encyclopédie du droit, oui, vous ne serez jamais prête. Jamais, jamais, jamais. Être prêt, ça veut dire quoi? C'est être capable de faire face à différentes situations qui peuvent se présenter. Et comment est-ce qu'on en est capable? On en est capable parce qu'on s'est entraîné, parce qu'on s'est mis en tension, parce qu'on s'est mis en situation. On parle d'ailleurs de mise en situation. Donc, ce qui vous montre que vous êtes prêt, ou en tout cas que vous commencez à l'être, c'est quand vous commencez à avoir la moyenne à différentes copies, bien que vous n'ayez pas forcément toutes les connaissances juridiques, parce que vous savez chercher dans votre code, vous savez raisonner juridiquement, mais quand vous serez avocat, ou avocate, je ne pense pas que vous aurez la question, enfin la réponse, pardon, à toutes les questions des clients, il faudra faire des recherches de temps en temps. Donc voilà, sur le euh, pour répondre à ça. Alors, je vois des questions qui s'accumulent. On va peut-être te laisser, Maxime, mais pendant ce temps-là, moi, je récupère les questions. Te laisser finir ta dernière étape, parce qu'on s'était arrêté au début du mois de juin. Peut-être Ah, voilà, que tu nous donnes tout à quand même fait. quelques éléments sur la dernière ligne droite, et puis après, on traitera les questions hein, que j'ai bien vues. Ça marche. Arrivé au mois de juin, donc fin juin, petit point d'étape, je n'ai rendu aucun entraînement. J'ai une base théorique qui commence à être assez, assez solide. J'ai un point de vue ou des idées sur à peu près l'ensemble du programme, mais je n'ai rendu aucune copie. Et j'ai 2 mois pour m'organiser et rendre toutes mes copies afin d'être parfait et fin prêt pour l'examen. Donc j'ai commencé mon été en établissant un emploi du temps. Pour le coup, je l'ai abordé de manière assez intensive. Je n'avais pas prévu spécialement de faire de pause, d'avoir des jours fixes de repos. C'est-à-dire que je fonctionnais à la tâche. Je savais que j'avais, par exemple, 10 copies à rendre par matière et 12 en NDS. J'avais prévu sur mon emploi du temps mes 10 copies dans chaque matière et mes 12 NDS à la suivre en examen blanc 10 fois pendant l'été. Donc il y a 8 semaines, donc il y a des semaines où je me suis retrouvé à faire enchaîner 2 CRFPA blancs. Donc je me suis vraiment appliqué à la tâche, je dirais. Donc je faisais des emplois du temps à la semaine avec une liste de tâches, mais sensiblement le matin, on va dire, je m'entraînais en faisant un exercice type, et l'après-midi, j'essayais de réactiver mes connaissances. Comment je réactivais mes connaissances? Mais en revoyant les petites trames que j'avais faites préalablement, en revoyant les éléments d'actu pour essayer de penser à d'autres sujets, essayer d'appeler d'autres questions lorsque je lisais quelque chose sur une thématique précise. Et en faisant un système de flashcards, je trouvais que ça a assez bien marché pour réactiver les connaissances, parce que c'est difficile quand même de rester actif dans son apprentissage toute la journée. Donc, sachant que le matin, j'étais déjà assez pris intellectuellement par les examens qui sont assez fatigants, faut le dire. L'après-midi, j'ai essayé de recommencer par quelque chose d'assez passif, peut-être écouter une conférence, écouter un séminaire d'actualité ou lire des documents, et ensuite me poser des questions par le biais des flashcards. Donc, on va dire que je faisais ça peut-être 6 jours par semaine. Et quand je sentais que j'avais effectué assez de tâches ou j'avais assez avancé dans mes objectifs, parce que je m'étais fixé des points d'étape, par exemple, la deuxième semaine de l'été, je veux avoir rendu tant de copies, je veux être au point sur tous les éléments d'actualité en droit des affaires, etc. Et quand j'avais rempli un petit objectif, eh ben, je m'octroyais un moment de pause et j'ai essayé de rester assez flexible. Je sais qu'avoir des jours fixes de repos dans la semaine, ça ne me convenait pas. Donc j'ai fonctionné à la tâche et par exemple, je me prenais un mercredi après-midi ou un samedi après-midi pour aller faire du paddle ou je ne sais quoi. Et avec du recul, je pense que ces temps ont été bénéfiques. Enfin, je les regrette aucunement. Je pense pas que j'aurais eu de meilleures notes en travaillant plus. Je pense qu'au contraire, ces éléments de repos, s'ils sont assez bien aménagés et assez bien pensés, je pense que ça peut encore être une force dans le fait d'arriver à l'examen sans être trop fatigué et être préparé. Donc j'ai eu vraiment cette organisation pendant les 8 semaines, juillet-août, et j'ai rendu des copies jusqu'au 30 août. Donc c'est pas forcément non plus ce que je conseillerais. Je sais que chez certains ou certaines, ils ont besoin d'un petit temps de repos avant de passer l'examen pour voilà penser à autre chose, un petit peu lâcher du lest. Moi, c'était pas mon cas. Je voulais me sentir à fond dedans. Je me suis dit que c'est 8 semaines que je devais entre guillemets sacrifier, même si c'est pas un sacrifice, parce que j'ai beaucoup appris et ça a porté ses fruits. Et même en cas d'échec, j'aurais été entre guillemets assez satisfait d'avoir
pris du niveau en tant que juriste ou avoir eu l'impression d'en prendre. Et je pense que c'est vraiment à réfléchir selon votre personnalité et encore une fois à adapter. Donc ensuite est venue la semaine des examens. J'ai passé les examens, on peut y revenir si éventuellement il y a des questions sur comment gérer son ressenti ou comment aborder tel type d'épreuve. Et ensuite, j'ai réorganisé complètement ma méthode de travail en remettant tout à plat pour les 2 mois qui me restaient afin d'aborder le grand oral et les DLF. Ok, donc là, on en arrive effectivement à la fin de la préparation des écrits, et effectivement avec ce qu'on disait tout à l'heure, cette intensification du travail dans la dernière ligne droite, j'ai envie de dire, ou autant de semaines, enfin, tu as presque passé un CRFPA toutes les semaines. Bon, c'est une stratégie comme une autre. C'est vrai que moi, je trouve que pour beaucoup d'étudiants, c'est bien de se laisser quelques jours quand même pour souffler avant l'examen. Alors, à relativiser, quand je dis pour souffler, il ne s'agit pas d'aller à la plage, voilà, c'est pas du tout cette idée-là. Mais peut-être que faire un tout petit peu moins de copies les 4-5 derniers jours et être plus en bachotage, révision, relecture de ses anciennes copies, ça permet aussi de reprendre son souffle avant d'attaquer la semaine du CRFPA. Mais une fois de plus, il y a beaucoup de feeling là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui se connaissent et qui savent ce qu'ils sont capables de faire ou qui ne sont pas capables de faire. Mais voilà, je pense qu'il faut vous organiser en essayant quand même d'avoir quelques jours sans composer avant l'examen. En revanche, ce que vous pouvez faire, si par exemple vous n'avez pas tout rendu à la prépa, et admettons qu'il vous reste 5 copies, ce que vous pouvez faire, si vous vous sentez un peu fatigué, que vous avez besoin de reprendre votre souffle, c'est de les faire en autocorrection. C'est-à-dire regarder le sujet, préparer un brouillon, ou en tout cas l'ébauche d'un brouillon, pour quand même faire fonctionner votre réflexion, et puis ensuite découvrir le corrigé et voir sur quel point vous étiez en place ou pas. Donc ça permet au moins de ne pas griller les sujets, parce que lire un sujet corrigé directement sans même y avoir réfléchi, pour le coup, ça sert vraiment à rien. Donc c'est le petit bémol que je Je suis mettrais assez d'accord pour à ce pour que le tu coup. Ouais. énonces. Ouais. Et Alors, peut-être oui, vas-y, vas-y, chose que j'ai Maxime. oublié de préciser, et je pense que ça aurait été une question subsidiaire, c'est la gestion des codes, code de commerce, code de procédure civile, code civil. Alors, tu as Ça une fait question partie de mon là-dessus, hein. organisation. Ah bah, peut-être Tu as que je une pourrais y répondre. question qui est euh, bonsoir Maxime, as-tu une méthode pour te servir efficacement du code civil? Alors, c'est en droit des obligations, Naïma, qu'elle pose la question, mais je pense qu'on peut peut-être le généraliser. Donc, quelle méthode pour utiliser les codes? Quelle méthode? Eh bien, j'ai commencé en juillet avec les nouveaux codes 2026 à les feuilleter, en tout cas à apprendre, commencer à apprendre la manière dont le code est organisé avec les différents titres, les différents chapitres, les différentes sections, afin d'avoir une idée, par exemple, assez vaste d'où se situe quelle thématique dans mon code. C'est-à-dire, voilà, savoir que les articles 1100 et suivants concernent la conclusion du contrat, etc. Je voulais avoir une idée assez précise d'où se situe chaque thématique, donc j'ai commencé mon apprentissage par là. Ensuite, j'ai commencé à travailler mes codes en lisant, enfin en lisant, on s'entend en lisant un petit peu entre les lignes les articles que je connaissais déjà, excusez-moi, en approfondissant ceux qui me paraissaient un petit peu plus lointains, et j'essayais de retrouver, comme c'était les codes de 2026, les jurisprudences d'actualité que j'avais identifiées de janvier à juin. J'ai pas surabusé du surlignage. On va dire que j'ai surligné vraiment les articles importants, mais le numéro d'article, avec un post-it de référence pour chaque section. Parce que si, par exemple, en droit des obligations, surtout, on se met à post-iter chaque article important, on a éventuellement 300 post-it. Moi, c'était pas ce qui me convenait. J'avais un post-it au début de section et un post-it à la fin de la section. Le code civil étant relativement bien fait tout de même, il faut se l'avouer. Les sections sont normalement assez courtes, donc j'avais un code couleur par section et je savais où chercher assez rapidement. Et je pense que ça fait partie du travail de révision, notamment en amont des entraînements, et c'est ce que je faisais les après-midi, notamment après m'être entraîné, relire quelques sections de code sur un passage, par exemple, sur le DOL, relire la partie consacrée au DOL, les jurisprudences, et se rappeler les chemins, les petites trames qu'on s'est éventuellement faites, ou les fiches de révision qu'on a tirées des fascicules. Je pense que tout est un petit peu interconnecté, et quand vous lisez vos codes, ça doit vous servir, à mon sens, à deux choses. À la fois à se remémorer les éléments purement techniques du droit, aussi à se poser des questions sur d'autres, et à s'imaginer aussi en entraînement, voilà, comment est-ce que j'irai chercher tel ou tel article sur telle ou telle question, si éventuellement j'ai pas la réponse. Voilà comment j'ai géré le travail d'école. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Écoute, en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression que tu l'as été. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui se sont accumulées. Donc, comme on est censé finir à 19h30, on va essayer de les traiter au fur et à mesure. Puis, on parlera quand même, bien sûr, du grand oral. Pauline nous dit qu'elle n'est pas inscrite à la prépa de son IEJ. Enfin, elle est à l'examen, mais pas à la prépa. Est-ce que c'est faisable de passer l'examen avec uniquement mission avocat comme préparation? Dans le uniquement, entre guillemets, parce que, bon, je me permets d'anticiper un petit bout de la réponse, mais si vous faites sérieusement mission avocat, ça veut donc dire que vous avez suivi l'intégralité des cours, il y en a quand même un petit peu, que vous avez rendu la totalité des copies proposées, donc voilà, 42 si vous êtes en annuel et 32 si vous êtes en estival. Et donc, il y a des manuels qui sont pas tout petits non plus, des vidéos de cours, donc je pense quand même, j'anticipe un peu la réponse, que mission avocat, dire entre guillemets faire que mission avocat, c'est voilà, c'est peut-être une tournure qui est discutable. Enfin, je sais pas, voilà, toi Maxime, dans quelle mesure tu as utilisé la prépa de ton IEJ? On peut y aller franco, hein. Maintenant tu as l'examen hein, en poche, hein. Je te rejoins. Faire que mission avocat, le mot est faible. Je trouve que c'est déjà quand même pas mal, vu le nombre de contenus qu'on a à disposition, le nombre de copies qu'il y a éventuellement à rendre. Pour ma part, j'ai passé l'examen à Paris, à l'IEJ, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'étais pas inscrit à la préparation de Paris 1 et ça s'est très très bien passé. Je pense qu'elle m'aurait rien apporté de plus. Et encore faut-il avoir le temps de le faire. Mais à mon sens, il n'y a rien à y gagner en termes d'enseignement ou d'entraînement. Mais ça reste que mon avis. Merci Maxime. Voilà, donc bon, vous avez compris, hein, l'idée c'est que la prépa elle est conçue, alors je ne prétends pas qu'elle soit parfaite, mais elle est conçue pour vous permettre de préparer l'examen dans les meilleures conditions. Donc normalement vous n'avez besoin de rien d'autre que de la suivre avec assiduité et notamment de rendre vos copies et la totalité de vos copies. Et puisque nous en parlons, nous avons Audrey qui pose une question. Sur les copies, donc les 32 annoncées, alors elles sont pas seulement annoncées, hein, elles sont réelles, vous les verrez sur votre espace. Est-ce que les corrections ont lieu en vidéo en plus de la correction qui est communiquée? Alors, concrètement, vous avez soit 42, soit 32 copies selon la formule que vous prenez. Pour ces copies, vous avez un corrigé écrit avec des conseils méthodologiques et vous avez votre copie qui est corrigée de manière détaillée. En revanche, on ne fait pas des vidéos de correction de ces exercices, puisque vous avez déjà le corrigé écrit et éventuellement la messagerie si vous voulez poser des questions à votre correcteur. Donc on ne va pas vous faire des vidéos en plus sur ces sujets corrigés, ça serait un peu du temps de perdu. La seule exception, c'est en note de synthèse, où on demande à nos correcteurs de vous corriger les notes de synthèse 7 à 12 en vidéo pendant l'été. C'est pour ça que souvent je dis aux étudiants, essayez de faire les 6 premières jusqu'à juin, et gardez-vous les 6 suivantes pour l'été, comme ça vous faites une note de synthèse, puis vous assistez à la vidéo de correction. On le fait en note de synthèse parce que c'est l'exemple type où il n'y a pas de fond, et où c'est que de la méthodo. Donc à un moment donné, avoir un prof qui reprend avec vous tout le dossier, c'est extrêmement utile. Pour le reste, ce qu'on fait pendant l'été, ce sont des séminaires de correction. Mais comme on n'est pas radin à mission avocale, les séminaires de correction portent sur d'autres exercices qu'on vous donne. Donc les profs vont vous envoyer des exercices à préparer. On ne vous corrigera pas vos copies, hein, c'est pour vous entraîner. Et ensuite, ils sont corrigés avec vous pendant l'été, dans le cadre des séminaires de correction. Ce qui veut dire qu'en réalité, vous avez 32 copies corrigées en estival, mais en plus de ça, vous avez des exercices pour vous entraîner pendant tout l'été. Donc voilà, vous serez, j'espère avoir répondu à votre question. Euh, alors je continue. La méthode de la trame. La méthode de la trame, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit? Je ne sais plus qui nous pose la question parce qu'il y a tellement de questions que j'arrive plus à voir. Mais enfin, je te laisse y répondre, peu importe qui la pose. Explique un petit peu la. Voilà, c'est Baptiste qui nous a posé la question. Pas de souci pour la méthode de la trame, c'est-à-dire que je prenais un sujet au hasard, on va prendre par exemple un sujet en droit des obligations pour que ça parle à tout le monde. Par exemple, le DOL. J'essayais d'identifier dans les fascicules les règles et les déclinaisons juridiques que peuvent prendre le DOL, et je me faisais un point par petite règle et par petite déclinaison. Comme ça, j'avais sur une thématique précise l'ensemble des choses qui seraient intéressantes à aborder si je devais présenter le DOL en général. Ensuite, une fois que j'avais ces trames, pour le coup, assez longues, parce que c'était complété par la jurisprudence et éventuellement des points d'actu, j'ai été à même à peu près de fournir l'ensemble des idées ou des règles juridiques par rapport à une idée précise.
Ensuite, comment moi je l'ai manié en entraînement, je regardais, parce que pour le coup, c'était assez personnalisé, donc plus elles sont personnalisées, mieux on les connaît. La grande erreur pour moi serait de prendre des trames toutes faites qui ne vous appartiennent pas, mais ça reste mon avis. Comme elles étaient assez personnalisées, en entraînement, je savais, pour une thématique précise, restons sur le dol, qu'il fallait aborder, par exemple, dans un premier temps, la définition, etc. Et qu'ensuite, il y avait plusieurs déclinaisons avec la réticence dolosive et ces questions. Et je regardais en fonction des faits d'espèce qui m'étaient fournis, quel point est intéressant ou non déjà à aborder dans un premier temps, et ensuite à développer. Voilà, c'est la manière dont j'ai abordé mes trames. Évidemment, je fais partie du principe qu'il fallait dérouler l'ensemble de la trame, parce que j'aurais risqué de faire beaucoup de hors-sujet, donc ça n'a pas été mon approche. Voilà, j'espère qu'avoir été clair sur la question Je des pense que trames. tu as été clair, mais je reviens sur un point qui a été énoncé. Attention aux trames, ce que tu appelles les trames. Ce que je retiens dans ta méthode, c'est que tu t'es construit toi-même tes trames à partir de C'est ton ça. travail sur les manuels ou sur les sujets corrigés. Tu n'as pas appris des trames toutes faites, parce que ça, c'est dangereux. Les trames toutes faites, ça vous oblige à faire du copier-coller de raisonnement. Ça risque de vous induire en erreur, ça peut ne pas être proportionné par rapport au sujet qui vous est donné, hein, parce que vous pouvez avoir une question de droit au milieu de 10 questions de droit ou au milieu de 2 questions de droit. Vous n'allez pas avoir les mêmes développements. Donc attention à des raisonnements qui seraient trop stéréotypés. Se préparer son raisonnement un peu pour se souvenir des grandes étapes qu'on doit respecter pour répondre à une question de droit, oui, mais n'apprenez pas par cœur bêtement des espèces de syllogismes tout faits. Et en plus, ça se voit. Ça se voit quand on est correcteur. Et les correcteurs n'aiment pas trop ça. Et ils ont raison. On n'aime pas les raisonnements stéréotypés, on veut que l'étudiant prenne la peine de trouver la question de droit et d'y répondre de manière adaptée et proportionnée. Donc attention à ça. Exactement. Même pour poursuivre sur ce que tu dis, j'ai abordé l'idée d'avoir des trames comme un objectif. L'objectif, c'était d'avoir une idée à peu près sur toutes les déclinaisons juridiques que pouvait prendre un sujet. Pour répondre à une question qui a été posée dans le chat, est-ce qu'on peut se servir d'un corrigé de cas pratique pour faire une trame? À mon sens, pas du tout. Parce que la trame ne sera pas personnalisée, vous l'aurez pas travaillé en amont, et puis le corrigé répond à une question spécifique qui est tirée de faits d'espèces qui sont tout aussi spécifiques. Et donc, vous risquez peut-être de passer à côté d'éléments importants, ou au contraire, dire des choses qui ne sont pas du tout attendues. Par exemple, on ne va pas dérouler une trame de 20 lignes si la question est sur 2 points. Et même si la question est sur 8, on n'a peut-être pas forcément les 20 lignes à adopter, à aborder, parce que peut-être qu'une seule des déclinaisons juridiques d'un sujet précis est attendue, et donc il faudra peut-être juste développer un certain point. Oui, donc la clé, ça reste les entraînements. Ça reste les entraînements Tout à pour fait. s'adapter à toutes les situations. Je vois, il y a beaucoup de questions qui s'accumulent. On va quand même, parce que le timing est serré, on va Je vais essayer avancer de quand faire même sur vite. la préparation. C'est pas, il n'y a pas de souci, hein, Maxime, mais il faut qu'on aille au bout quand même de la présentation. Euh, on va quand même parler du grand oral. Mais d'abord, petite question, alors pas qui fâche, mais petite question concrète. Est-ce que tu peux rappeler les notes que tu as obtenues aux écrits dans le cadre de la préparation que tu as faite, pour que l'étudiant se fasse une idée? Voilà, le but, hein, c'est pas de dire c'est génial, c'est pas génial. Le but, c'est plutôt en me préparant comme ça, voilà ce que j'ai obtenu. Voilà. Alors, j'ai eu en note de synthèse de mémoire 13, 12 en droit des affaires, 12 en procédure civile et malheureusement 8 en oblique. Voilà, ça c'est important. C'est oblique qui Ouais, qui t'a tiré un peu m'a vers le bas. desservi. Eh bien, voilà, moi je voulais avoir comme étudiant qui témoigne de son expérience à Mission Avocat, un étudiant qui a réussi confortablement, mais qui n'a pas tout réussi parce que je veux que ça soit, si tu veux, un exemple aussi un peu parlant pour tous les étudiants accessibles. On a aussi eu, bien sûr, des étudiants qui ne l'ont pas eu. Malheureusement, on a eu des étudiants qui l'ont eu avec moins de confort que toi, on parlera du grand O tout à l'heure, et on l'a eu aussi avec des étudiants qui ont eu vraiment des notes excellentes, mais je pense que ta préparation, elle était rationnelle, elle était stratégique, tu as peut-être fait une ou deux erreurs par là, mais là, tu viens de démontrer, voilà, 8 en oblique, c'est pas rédhibitoire. Faut pas lâcher. Non, Quand on a faut 13 en note rester de synthèse, concentré. voilà. Moi, je pense que c'est important que les étudiants l'entendent, qu'on peut ne pas avoir la moyenne
dans une des matières qui est en plus censée être la matière un petit peu reine, et en fait s'en sortir très bien, parce que 13 en notes de synthèse, 12 en spé, 12 en procédure, ça passe très tranquille. Donc ça, voilà, C'est ça. je voulais quand même qu'on évoque ce sujet-là. On passe à la préparation du grand oral, s'il te plaît Maxime, je te demande d'être assez synthétique. En quelques mots, comment tu as préparé ton grand O? Qu'est-ce que qui a marché, éventuellement quels conseils tu donnes et quels conseils tu donnes pas. Voilà, pour simplifier. Ok, pour la préparation du grand oral, période tout aussi chargée, donc éventuellement, je suis repassé assez naturellement par la case établir un projet, établir un plan jour par jour, voire semaine par semaine, jusqu'à la date d'examen. J'ai une nouvelle fois pris les fascicules, refait des trames idéologiques ou des trames thématiques sur l'ensemble des sujets, et je me suis entraîné à réciter, à parler de certains sujets. J'ai couplé ces révisions en regardant tous les jours, mais vraiment tous les jours, l'actualité. Un raisonnement en appelant un autre, je revenais souvent au contenu des fascicules, cette fois pour aborder certains sujets, les approfondir, voir s'il y avait eu des arrêts récents sur ces questions. Ensuite, j'ai fait l'entraînement blanc proposé par la prépa, donc j'en ai fait deux. Premier entraînement s'est assez mal passé parce que je l'ai pris juste au début. Donc j'ai pris le premier entraînement, j'avais pas non plus eu le temps de réviser énormément. Donc ça s'est pas très très bien passé. Ensuite, j'ai continué mon travail et continué jusque, on va dire, fin novembre, il me semble, avant de refaire le deuxième entraînement et j'ai passé le grand oral. Qu'est-ce que je conseillerais de faire? Eh bien, prendre quelques jours après le passage des écrits, je dirais voilà, 3, 4, 5 jours si besoin, et ensuite s'y mettre à fond, éventuellement avec le temps que vous avez, même si vous êtes assez pris. Je trouve que c'est une matière, on pense au contraire que c'est pas très technique. Moi, je vous dirais que c'est assez technique parce qu'il y a énormément d'éléments de culture juridique à adopter, et puis il y a aussi des raisonnements purement publicistes qui peuvent nous paraître lointains, par exemple, quand on est affairiste. Bon, si vous avez passé le CRFP en pénal, ce sera peut-être un petit peu plus familier. Pareil pour tout ce qui est droit administratif. Moi, c'était pas mon cas. Donc, je me suis replongé dans les cours de droit administratif, l'actualité, le droit pénal, etc. Ce que je vous déconseillerais de faire, ce serait de prendre le grand oral à la légère. Je savais pour ma part que je pouvais aller au grand oral et avoir 6 tout en ayant le CRFPA. Je vous conseillerais de garder en tête l'objectif de cartonner. On ne sait jamais parce que un 6, ça peut arriver, un sujet qui ne nous parle pas du tout, ça peut arriver. Et surtout, en dernier cas, les entraînements. Je pense que ça a été assez bénéfique de, on va dire, tomber une fois au premier entraînement parce que je n'étais pas assez préparé. Si c'est le cas pour vous lors de vos entraînements, eh bien, éventuellement prendre en note les éléments de correction pourront vous fournir les examinateurs et examinatrices, éventuellement se remettre en question si besoin, et continuer, faire le deuxième entraînement, passer son examen et avoir confiance en soi parce qu'on a fait le plus gros à mon sens. Et pour ce qui est de l'anglais, donc j'allais un peu l'oublier, mais je suis assez à l'aise en anglais, donc je vais être très franc, je n'ai pas du tout révisé. Merci pour ta Voilà. franchise, Maxime. Sur la préparation au grand O, bon, dans les grandes lignes, d'abord, puisque j'ai vu la question passer, hein, je vous rappelle comment vous êtes préparé dans le cadre de la prépa. Nous, on vous donne un manuel. Il y a des conférences de DLF qu'on attribue à différents enseignants qui n'ont pas les mêmes spécialités, hein, pénalistes, publicistes, civilistes et travaillistes. Je sais pas quoi si ça se dit, enfin, j'allais dire socialiste, mais je sais pas, plutôt travailliste. Et donc on essaye de balayer au maximum tous les grands thèmes transverses et aussi d'actualité. C'est impossible d'être exhaustif en DLF. Il faut avoir un socle de connaissances, bien suivre l'actualité et après avoir une aptitude au raisonnement juridique à haute voix. Mais là où tu as dit quelque chose qui est important, contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'est pas une épreuve d'éloquence. Il faut être un minimum éloquent quand même, enfin en tout cas avoir une capacité d'expression, mais je vais tout de suite doucher les espoirs de ceux qui ont la tchatch comme on dit, et qui pensent qu'ils vont réussir leur grand taux comme ça marchera pas. On vous demande quand même d'avoir des connaissances, d'avoir une culture juridique, et on ne peut pas y aller juste à l'esbrouf. Donc c'est pas qu'une épreuve, tu l'as dit, c'est une épreuve technique, il y a des choses à savoir, il y a des manières de traiter les questions qui sont posées. Et donc attention, ça n'est pas qu'une épreuve d'éloquence, c'est aussi une épreuve de fond, et donc ça se prépare. Donc on vous donne des cours impolis, et puis on vous fait passer des simulations, c'est un peu le cœur de la préparation. Vous avez deux simulations d'1 heure, tu l'as dit. D'abord, il faut passer les deux, ça c'est clair.
minimum. Il arrive parfois qu'on en propose une troisième à la demande de l'étudiant si on se rend compte que c'est nécessaire, si ça le rassure, voilà. C'est pas forcément toujours productif d'en faire trois parce que ça peut aussi vous fatiguer, donc tout dépend des cas particuliers. Mais si on vous en propose une troisième, enfin si vous nous en demandez une troisième et qu'on juge pertinent, on vous dira pas non. Voilà. Notre but, c'est que vous ayez quand même l'examen, hein, à la fin. Et pensez bien quand vous passez vos simulations, pensez bien à prendre des notes sur les remarques qui vous sont faites. Parce qu'on vous fait des remarques sur la forme et sur le fond. Alors, il faut pas être trop susceptible, parce qu'en général, la première simu, je te rassure, Maxime, c'est à peu près pareil pour tout le monde. C'est pas, voilà, vous avez un retour sur les défauts. On est là pour vous corriger, on n'est pas là pour vous dire c'est Non, génial. c'est dur, assez dur à entendre sur le coup, mais ça fait partie du processus de remise en question pour s'améliorer. Voilà, donc ça me paraît quand même important. Axel nous demande combien il y a de temps en général entre les écrits et le passage du grand oral. Donc Maxime, je te laisse répondre, hein. Ces cris de mémoire se sont terminés, c'était du 2 au 5 C'est ça, septembre. oui, c'est la Et première semaine de septembre. Ouais. voilà, la première semaine de septembre. Et les oraux, alors ça dépend des IEJ, mais vous pouvez passer généralement soit entre début novembre, mi-novembre. Moi, je suis passé C'est par ça, exemple le 4 novembre, et oui. je sais que dans mon IEJ, certains passaient jusqu'au 21 ou la semaine du 20, mais ça va rarement, enfin décembre impossible parce que c'est les résultats. Plus tard que le 20 novembre, ça m'étonnerait. Oui, voilà, c'est ça. Grosso modo, c'est le mois de novembre. C'est organisé par les IEJ. Et donc, voilà, vous aurez plus de précision auprès de vos IEJ. Mais ce que vous devez retenir, c'est que le laps de temps est court. Et forcément, c'est très dur, parce que vous venez de passer les écrits, et que là, qu'il faut réenchaîner sur la révision du grand O, avec un programme qui est quand même très vaste, et des simulations à passer. Donc c'est pas toujours évident psychologiquement de s'y remettre. Il y a au moins un intérêt, c'est que vous faites des DLF, c'est la matière la plus intéressante du droit selon moi. Alors évidemment, je suis un peu forcément de parti pris, puisque c'est une matière que j'ai enseignée pendant de très nombreuses années, Même en tant mais qu'affairiste, voilà. je C'est confirme. c'est pas comme si on vous demandait de faire des finances publiques, vous voyez, et d'apprendre ça par cœur, en vous disant peut-être que j'ai pas les écrits, mais je vais quand même apprendre un cours de finances publiques. Je j'ai rien contre les finances publiques, mais si vous voulez, pour le futur avocat, les DLF, c'est la matière reine. Beaucoup plus d'ailleurs que le droit des obliques, selon moi. Donc, vous avez au moins la chance de bosser une matière qui est passionnante, mais c'est vrai que le laps de temps est court et c'est très dur de bosser le grand O avant les écrits. Je crois que c'est pas la priorité. Par contre, ce que vous pouvez bosser, on l'a dit tout à l'heure, c'est votre culture juridique. Vous pouvez travailler au fil de l'eau votre culture juridique, mais le grand taux de DLF, vous devez le passer, le préparer une fois que les écrits sont passés. Enfin voilà, il ne faut pas se raconter d'histoire. En juin, juillet, août, vous ne serez pas du tout sur le grand oral. Absolument. Bon, alors je réponds à l'envers. Charlène nous pose une question. Est-ce qu'il sera possible de contacter directement ceux qui n'auront pas, enfin les questions qui n'auront pas pu être abordées durant le live? La réponse est oui. Vous pouvez tout à fait. Vous nous écrivez ce qui est devenu l'adresse habituelle maintenant, mission-avocat. Pardon, excusez, je dis n'importe quoi. Contact, j'étais en train de donner le site internet. Contact arrobase mission-avocat. .fr, contact@mission-avocat.fr. Et donc on fera une boucle avec Maxime pour traiter les questions qu'on n'a pas pu traiter, parce qu'il y en a eu quand même pas mal, je vais encore en prendre quelques-unes. Même Oui, quitte éventuellement, pour oui, répondre à une question dans le chat, même quitte à éventuellement prévoir un appel téléphonique. Moi, j'y vois oui, pas d'inconvénient. c'est ce que propose Charlène, hein. Elle dit est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous téléphonique? Pas de souci. Vous pouvez soit prendre un rendez-vous avec moi, soit avec Maxime, selon le type d'élément que vous voulez avoir. Si c'est sur la prépa ou son fonctionnement, plutôt moi. Si c'est pour plus de contacts sur le retour d'expérience, vous avez des questions plus personnelles à poser, je crois que Maxime se rendra disponible avec plaisir. Donc je traite, Absolument. je regarde rapidement d'autres questions qu'on peut essayer de traiter. Euh, Est-ce qu'on pourra créer un groupe WhatsApp pour les étudiants? Euh, Bon, je suis en réflexion. Je pense qu'on créera un groupe WhatsApp entre les étudiants, qui sera un groupe un peu d'entraide entre vous. Je vous le confirme prochainement. Voilà, je vous le confirme prochainement. Gwénoline, vous me dites que vous avez deux sujets de DIE
est-ce qu'il y en aura d'autres avant fin août? Oui, bien sûr, il y en a. En général, on met un peu au compte-gouttes les sujets de spé au début de la prépa, parce qu'on vous oriente plutôt sur notes de synthèse et oblig et procédure. Mais évidemment, vous aurez la totalité de vos sujets corrigés sur votre espace réservé, et on en mettra d'autres tout au long de l'année, bah, le temps qu'ils soient livrés. Euh, voilà donc dans les grandes lignes. Euh, j'ai vu passer une question et là-dessus je me permets d'y répondre, Maxime, et puis je te laisserai peut-être conclure là-dessus. Je vous rappelle que nous, on essaie de mettre en place un suivi personnalisé dans le cadre de Mission Avocat. Vous avez, j'ai vu passer la question tout à l'heure, la question du tuteur. Vous avez un enseignant qui vous est attribué et on a parlé de stratégie personnalisée tout à l'heure. C'est important que vous soyez guidé dans l'approche de cette stratégie. Vous avez plus ou moins besoin de l'être. Toi, Maxime, je me souviens quand tu as commencé ta prépa, on a eu le loisir d'échanger. Ensuite, tu as eu un tuteur qui t'a été attribué, mais tu faisais partie des gens qui avaient une grosse autonomie. Et il n'y a rien de péjoratif, hein, on est tous différents. Moi, je pense que si j'avais, enfin, il y a quelques années, ça m'aurait été euh, bénéfique. Ça aurait été bénéfique pour moi d'avoir des rendez-vous réguliers avec un tuteur. D'autres en ressentent un petit peu moins le besoin. Toi, tu as vite trouvé ta stratégie, mais tu avais quand même des rendez-vous réguliers avec ton tuteur. Moi, je vous recommande, hein, ne restez pas seul pendant votre préparation. Vous avez un enseignant référent. Il est là pour vous aider à construire votre stratégie. Il est là pour vous coacher, pour adapter si ça marche pas. Ça peut ne pas fonctionner. Donc, appuyez-vous dessus. Et puis, appuyez-vous aussi sur moi. Je suis toujours disponible si vous avez des questions, des difficultés. Bah, typiquement ce qu'on a eu tout à l'heure, j'ai que deux sujets, est-ce que c'est normal, j'arrive pas à trouver ci, à trouver ça. Euh, Mission Avocat, c'est quand même une préparation familiale, donc on essaye de vous accompagner le plus possible. Donc juste si tu peux nous dire un mot, toi Maxime, de l'enseignant référent quand même, et de la manière dont ça a pu t'aider, et quels conseils tu donnes pour utiliser au maximum cette possibilité. Comme tu l'as dit, j'ai toujours été assez autonome dans ma manière de fonctionner et de prévoir les études, mais c'était assez intéressant parce qu'au début, j'ai pas forcément sollicité le tuteur qui m'a été attribué parce que j'avais déjà prévu ma manière de travailler. Et puis ensuite, on s'est appelé et c'est vrai que ça a été utile dans l'établissement j'ai envie de dire, du programme de révision personnalisée de la stratégie. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros appel pour refixer les choses et recentrer ma stratégie de révision. Et ensuite, on s'est eu au téléphone, j'ai envie de dire, assez régulièrement pour faire des petits points d'étape, s'assurer que tout allait bien. Je n'étais pas en train de m'égarer sur ma manière de travailler ou ma manière d'aborder l'examen. Et aussi parce que ça fait du bien d'en parler avec quelqu'un qui a l'habitude de voir des étudiants, qui a même de nous aiguiller et aussi nous booster en motivation. Je pense que ça fait partie des choses qui nous permettent de ne pas déconnecter et de se sentir plus à l'aise quand on prépare. Donc, en tout cas, j'ai trouvé ça très bien pour ma part. Et n'ayez pas peur de déranger, vous ne dérangez pas l'enseignant référent. Donc, normalement, on vous laisse prendre attache avec lui. Je sais qu'il y a des enseignants référents qui vous sollicitent d'emblée ou qui vous relancent, donc, et c'est très bien ainsi. Euh, mais ne soyez pas timide, n'hésitez pas à solliciter votre enseignant référent. On n'est pas avec un chronomètre dans la main pour dire, ah bah non, vous avez fait vos 30 minutes du mois, donc on va pas. Non, on n'est pas comme ça. Donc n'hésitez pas à m'appeler non plus, à me contacter. Ce qu'on veut, nous, c'est que la prépa se passe bien pour vous, à la fois pédagogiquement, mais aussi en termes de bien-être. C'est pas toujours facile, tu l'as dit, hein, c'est un chemin compliqué la prépa du CRFPA. Il faut rester accroché. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une plus-value de la prépa. On est à votre disposition. Donc vous n'hésitez pas, vous ne nous dérangez pas. Voilà, ça c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Et puisqu'on parle de bien-être, je vous précise que nous allons, pour la première année, on innove cette année, organiser dans le courant du mois de février une petite conférence. Alors, vous me direz, vous étudiants, ce que vous en avez pensé, en tout cas pour ceux qui sont inscrits à Mission Avocat. On va organiser une conférence justement un peu en termes de bien-être pendant la révision, de coaching mental. Voilà, on a une personne qui est formée sur ces questions et qui va vous faire une petite conférence. Bah, vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà, moi j'échange avec cette personne dans les jours qui viennent pour qu'on cale cette conférence qui aura lieu donc en février. Donc on l'a pas fait l'année dernière, mais cette année je voulais qu'il y ait une spécialiste qui est à la fois juriste, hein, en même temps, qui puisse donner des conseils de coaching, qui puisse vous accompagner et à laquelle vous puissiez poser des questions. Après,
ça match pas, mais je veux dire, voilà, moi j'ai envie de tenter des choses un petit peu différentes aussi, parce que je sais la difficulté aussi psychologique quand on doit gérer son master ou son travail ou sa famille, plus la préparation de l'examen, les moments où on est un peu dedans, un peu moins dedans. Donc voilà, on va vous proposer ça pour la première année à Mission Locale, puis on fera le bilan, on verra si ça sert ou pas. Je pense que ça servira, ça sera pas mal. Et donc, voilà. Dernier point, on m'a posé la question sur le replay de notre conférence. Donc, je mettrai, pour ceux qui sont inscrits à Mission Avocat, vous aurez le replay de la conférence dans la matière méthodologie. Voilà. Comme il y a des étudiants qui sont en prépa estivale, ils n'ont pas encore accès à leur espace pédagogique, mais je vous rassure, nous aurons aussi un replay qui sera mis en ligne sur notre site internet. Donc d'une façon ou d'une autre, vous pourrez revisionner cette conférence que je te remercie, hein, à laquelle je te remercie Maxime vivement d'avoir Avec plaisir. participé. Tu as vu, on a eu beaucoup de questions. Vous n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, vous nous écrivez et soit on organise un appel, soit si ça appelle une réponse écrite un peu fermée, pas de souci non plus. On est à votre disposition en tout cas vraiment pour vous accompagner. Et Maxime, encore merci beaucoup à la fois de cette conférence et Avec du temps que plaisir, tu et ce prendras serait un pour les plaisir de étudiants. répondre à vos questions si vous en avez. Merci à tous en tout cas de votre attention. Je vous souhaite bon courage pour continuer votre préparation et continuer à travailler régulièrement, à composer, solliciter vos tuteurs, solliciter l'administration et rendez-vous très prochainement. On a les conférences de méthodologie qui arrivent en procédure. Hein, elles sont programmées sur vos emplois du temps. Et on a également donc cette fameuse conférence coaching qui va bientôt arriver. Et enfin, je suis en train de finir les conférences de méthodologie dans les matières de spécialité. Donc vous aurez bientôt votre planning entre mi-février et mi-mars à peu près. Vous aurez vos conférences de méthodo pour les matières de spécialité. Comme ça, voilà, vous aurez vraiment eu un tour d'horizon de la méthodologie dans toutes les épreuves écrites. Merci à tous, merci encore à toi Maxime. Merci à tous.